Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue au programme de Walf TV. Après une pause d'un mois au programme changement de programme du Ramadan, votre émission Duel revient pour, comme chaque fin de semaine, analyser les faits saillants et marquer l'actualité politique, économique, sociale et culturelle de la semaine. Aujourd'hui au menu de ce numéro, nous allons évoquer l'affaire Petro-Tim, comme vous le savez suite au reportage publié par la chaîne anglaise BBC, intitulé Sénégal, un scandale de 10 milliards de dollars. Le débat est jusque-là pollué et comme vous savez, même au moment où nous parlons des Sénégalais, sinon réunis autour du collectif dénommé Aar Li Ñu Bokk, sont à la place de la nation pour réclamer beaucoup plus de transparence sur cette affaire Petro-Tim, mais surtout sur tous les autres contrats pétroliers qui étaient signés au Sénégal. Alors du côté de la mouvance présidentielle, vous avez entendu le président de la République parler d'une manipulation par des forces extérieures qui tentent, comme il y a dans beaucoup de pays africains où on trouve du pétrole, qui tentent certainement de vouloir déstabiliser le Sénégal. Du côté d'Aliou Sall, son frère, qui a été mis en cause dans cette affaire-là, avec le sieur Franck Timis, il a lui aussi nié, il avait même menacé de porter plainte contre la BBC, mais finalement il s'est référé, il a déposé une plainte au tribunal des pairs, c'est-à-dire ce qui ressemble un peu à notre CORED en Angleterre, l'organe chargé de veiller sur l'éthique et la déontologie. Son avocat d'ailleurs, Maître Dieng, est sorti aujourd'hui pour donner la teneur de cette plainte qu'il a adressée contre la BBC. Nous allons aussi parler du dialogue politique. Comme vous le savez, après le lancement le 28 mai dernier, une commission a été mise en place, dirigée par le général Mamadou Dieng, qui sera chargé de piloter le dialogue politique, un aspect du dialogue national. Aujourd'hui, cette opposition qui a voulu manifester a été matée, gazée, comme vous le dites. Est-ce que cela ne va pas porter un coup dur au dialogue? Pour évoquer ces faits, nous avons le plaisir de recevoir sur ce plateau deux responsables politiques. L'un, c'est M. Cheikh Mamadou Dieng. Il est président du mouvement Arc-en-Ciel, membre du Front de résistance nationale, membre de l'opposition. Cheikh, bonsoir. Bonsoir Georges. Avec vous sur ce plateau, nous avons aussi le plaisir de recevoir M. Tabouré Agne. Il est conseiller municipal à Pikine-Est, président de la commission des finances, membre aussi de la CCR. Vous avez compris qu'il est membre aussi de l'APR. Alors M. Agne, bonsoir. Bonsoir Georges. Alors je commence par vous, M. Dieng. Vous avez écouté le procureur suite à ce scandale-là diffusé par la BBC. Le procureur a fait une sortie, le président de la République d'abord, son frère ensuite, et puis le procureur qui dit avoir été saisi. Et il a tenu une conférence de presse. Quel est ce que vous avez retenu de cette conférence de presse? Bon, d'abord, je salue mon contradicteur, M. Agne. Je vous salue également, Georges. Je salue l'ensemble des téléspectateurs. Et encore une fois, j'ai une pensée pieuse. Je pense beaucoup à notre ami et frère Sidi Lamine Niasse. Je ne cesse de prier pour lui, ce grand soldat de la liberté. Je souhaite que Dieu l'accueille dans son paradis le plus élevé. Firdausi. Alors, ceci étant dit, l'effet de la cause, c'est l'affaire Petro-Tim. Bon, vous savez, nous ne sommes pas tellement surpris. Cela fait déjà quelques années que nous en parlons. Nous avons déjà organisé des manifestations à ce sujet, comme la situation qui va se passer tout à l'heure. Je pense que tous les gens qui passent du côté de la place de l'Obélisque ont vu l'armada policier qui est actuellement sur le terrain. Donc voilà, nous ne sommes pas surpris. C'est ce reportage qui a remis les choses en surface. Bon, on va voir. Il y a un pas important qui a été fait. Je pense que le président s'est exprimé sur le sujet pour la première fois. Et à un moment important, parce que c'était le jour de la Korité. Ensuite, il y a l'intervention du procureur. D'abord, la communication du gouvernement sur ça. Je pense que Madame le porte-parole du gouvernement a parlé de la question. Ce n'était pas une conférence de presse en tant que conférence de presse, mais c'était un communiqué de presse, comme disent dans les médias occidentaux. Mais c'est déjà ça. Ça montre l'importance, en tout cas, quand même, qui est donnée au sujet. Et last but not least, monsieur le procureur, hier, a fait une conférence de presse et a donné un peu
les contours de comment ce dossier va être géré. Aujourd'hui, la société civile a décidé de manifester, de marcher. Donc il y a des développements importants. Nous allons voir. Moi, je préfère observer. Malheureusement, ça ne tombe pas très bien parce que nous étions à un moment de décrispation avec ce fameux dialogue dont nous allons parler tout à l'heure. Il y aura peut-être des développements importants. Le temps devra venir. Très bien. Voilà, M. Tambouret-Agne, beaucoup de Sénégalais sont restés sur leur faim, ou en tout cas disent être restés sur leur faim suite à la sortie du procureur, parce qu'ils s'attendaient à ce que ce jour-là, que le procureur mette sur la table ou cite des gens et annonce des poursuites. Mais là, il a tout simplement lancé un appel à témoins qui a un peu inquiété beaucoup de Sénégalais. Merci Georges. Donc, à la suite de mon co-débatteur M. Dien, que je salue au passage, et j'éprouve beaucoup de plaisir à partager avec lui ce plateau, puisque je le suis parfois dans les plateaux, sur les plateaux de télévision. Donc c'est un honneur pour moi de pouvoir débattre avec lui aujourd'hui. Cela dit, je salue donc tous les militants de l'APR, particulièrement ceux de Pékinès. Et je salue aussi mon coordinateur au niveau de Pékin, M. Abdoulaye Timbo, qui est un ami. Donc voilà. Cela dit, M. Georges, à la suite donc de M. Dien, comme vous l'avez dit, évidemment, le procureur a été saisi par le président de la République. Je pense d'abord que c'est un acte qu'il faut saluer à sa juste mesure. D'autant plus que tout le monde sait que dans ce cas, son frère a été cité. Et je pense que donc le fait de transmettre ce dossier donc au procureur, je pense que quand même c'est un acte quand même qui montre que le président de la République met d'abord les intérêts de la nation au devant, avant donc les intérêts familiaux. Ça c'est extrêmement important, il faut le souligner. Parce qu'en fait, rare dans les pays africains, vous voyez par exemple des gens qui actionnent la justice quand un de leurs parents est impliqué. Or, le président l'a fait et je pense qu'il faut le saluer à sa juste valeur. Cela dit, donc le procureur est sorti. D'abord, nous avons, comme l'a dit M. Dien, vous avez le reportage. Évidemment, avant, il y a eu d'abord des manifestations, les gens s'en ont parlé, etc. Mais ce que je voulais rappeler à M. Dien, évidemment, il y a eu des manifestations de l'opposition avant. Les gens en ont parlé. Mais comme tout le temps au Sénégal, en général, les gens, quand ils parlent parfois de ce qu'ils ne maîtrisent pas. Il y en a tellement qui sont des spécialistes de tout, mais qui ne maîtrisent pas ce qu'ils disent. Et je pense qu'il y a eu des manifestations aussi de cette affaire-là, puisque, rappelons-nous, il y a eu des gens de l'opposition qui avaient porté des griefs par rapport à ça, et qui ont eu à porter plainte. Et même, ils ont dit qu'ils ont porté plainte au niveau national et au niveau international. Il y en a même qui ont dit qu'ils avaient été écoutés à l'époque par le FBI. Je pense qu'il y a quelqu'un qui est sorti, qui a dit carrément que même le procureur, un procureur est venu ici, a quitté les États-Unis, est venu et l'a entendu. Le FBI aussi l'a entendu. Et ça, c'était en 2017. Or, depuis 2017 jusqu'à présent, on ne voit pas un certain développement, ou bien on ne voit pas donc, les résultats de cette affaire-là. Moi, ça m'étonne un peu. Soit parce qu'on a classé l'affaire, soit parce que, bon, parce que c'est ça, en général. Vous imputez la responsabilité à qui alors? La responsabilité... À qui? Quelle responsabilité? Vous avez dit que vous avez entendu depuis un certain temps, depuis 2010 on en parle, mais il n'y a jamais eu de suite. Oui, j'ai dit c'est l'opposition, c'est-à-dire ceux qui accusent, ce sont ces gens-là qui ont porté plainte. Et l'un d'entre eux a dit même qu'il a saisi le FBI, que le FBI l'a écouté. Alors j'ai dit, cette affaire-là, c'était depuis 2017 que le FBI l'a saisi. Aujourd'hui, en 2019, il n'y a aucun développement de cette affaire. Je me dis donc, moi, l'hypothèse ou bien que donc la conclusion que j'en tire, c'est que tout simplement que l'affaire a été classée parce qu'il n'y a rien dans le dossier. Il n'y avait pas fouetté un chat. Moi, c'est la conclusion. Parce que je me dis que s'il y avait, par exemple, peut-être des preuves à charge, c'est sûr et certain que le FBI allait réagir puisqu'on a saisi. Et vous savez très bien, vous et moi, que le travail du FBI, ce sont des professionnels qui agissent rapidement et qui font rapidement le travail. Donc, depuis 2 ans, il n'y a rien. Hein? Donc, la conclusion que j'en tire, c'est qu'il n'y avait rien à charge, il n'y avait pas d'éléments à charge pour permettre de saisir soit la justice ou bien de continuer sur ça. D'ailleurs, l'autre jour, j'ai entendu l'un d'entre eux, celui-là même, qui a dit qu'en fait, après le reportage du BBC, nous avons de nouveaux éléments. Voilà donc une possibilité de relancer l'affaire. Quand vous dites que vous avez voilà de nouveaux éléments et on a la possibilité de relancer l'affaire, ça veut dire que l'affaire a été classée. Ça veut dire qu'il n'y avait rien, il n'y avait pas de preuve, il n'y a rien.
Donc c'est un peu ça. Maintenant que le reportage de la BBC a sorti quand même certaines preuves, quand même. Vous n'allez pas dire que vous n'avez pas vu ces preuves-là. Non, je reviens sur le reportage de la BBC, mais je vais d'abord intervenir sur ce que vous aviez dit sur le procureur. Mais je pense que lorsque cette affaire a bruité, mais beaucoup de gens ont demandé à ce que le procureur se saisisse. C'est-à-dire que moi je ne comprends pas. Même des gens de l'opposition ont crié, ont demandé au procureur de se saisir. Pourquoi la justice n'est pas? Pourquoi la justice ne réagit pas? Une fois que la justice réagit, on dit non. Pourquoi la justice réagit? Pourquoi la justice réagit de cette manière? Je pense que quand même, le procureur est juste de l'opportunité de poursuite. Il fait son travail comme il l'entend. Et je pense que pour moi, c'était la meilleure solution de demander à ceux qui criaient depuis des années et des années, de leur donner l'opportunité et la possibilité d'apporter les preuves qu'ils détiennent. Vous mettez pendant des années à crier aux voleurs, on a volé, on a fait ceci, on a fait cela. On vous donne l'opportunité maintenant, la possibilité d'apporter les preuves que vous avez au niveau de la justice, parce que quand même dans un pays démocratique, je pense que ce sont les instances judiciaires qui tranchent quand même le contentieux. Je termine, on le dit, et les gens, qu'est-ce qu'ils disent? Non, mais il faut citer des choses. Mais le procureur, dans sa conférence de presse, a cité des personnes. Il a carrément dit qu'il va donner des convocations à M. Ali Sam, il va convoquer Franck Stémis, il va convoquer la journaliste. Donc les principaux concernés sont convoqués. Maintenant, tous ceux qui détiennent des preuves n'ont qu'à venir maintenant à la DIC pour le présenter. Alors, est-ce que M. Gueye, cet appel à témoin, est-ce que cet appel à témoin d'abord n'est pas un danger parce que c'est la porte ouverte à la délation? Bien sûr que c'est la porte ouverte à la délation. La démarche du procureur est très bancale. Je crois que lui-même n'est pas très à l'aise dans cela. Et on a vu Clédor Sène qui a presque versé dans la provocation en disant que je vais le prendre au mot, je vais aller moi-même aller répondre. Et quand il est arrivé, les policiers lui ont dit, écoutez, nous en fait, nous n'avons pas reçu d'instruction formelle par rapport à cette affaire-là. Moi, je ne suis pas du tout d'accord avec ce qu'a dit M. Agne sur la chronologie des faits. De toute façon, il a dit, quelqu'un a dit, mais ce serait intéressant de citer la personne. Moi, j'ai entendu parler du FBI de la part de Ousmane Sonko, mais il vient de le dire. C'est dans ce cas, quand il y a eu le reportage de la BBC, le chef de l'État s'est exprimé, quand même ça a fait un tollé. Hein? Je crois que ils ont pris la bonne mesure de cette affaire. Lorsque tout le gouvernement, quasiment, se rassemble autour de la porte-parole pour parler de cela, c'est quand même un élément important. Donc c'est là où Sonko a dit que j'ai été entendu par les autorités américaines sur le sujet. J'ai été également même été entendu par les FBI. Ça c'est bien avant l'affaire de la BBC. Attends. Moi j'ai fait toutes les marches, toutes les manifestations, tous les fronts. Depuis le Front pour la défense de la République, FPDR, jusqu'à Manko Wattu Sénégal, et maintenant sur le front, j'étais là avant Sonko. Nous, on est de la vieille garde, hein? Donc je ne suis pas du parti de Sonko. Je ne peux pas dire aussi que je partage toutes ses idées et toutes ses positions, mais j'ai dit sur ça, il vient de dire qu'il a été entendu par les FBI, et c'est normal. C'est des partenaires financiers du Sénégal. Vous prenez la chose, M. Agne, c'est dommage, hein? Un peu à la légère, apparemment, ce que je vois, que les gens nous apportent les preuves, etc. Mais c'est une affaire éminemment importante. Le Sénégal a des partenaires financiers qui l'appuient, qui combattent la corruption. Le président lui-même s'était engagé à défendre, combattre la corruption avec l'OFNAC, la CREI, tout un arsenal de mesures et d'institutions pour combattre la corruption et la concussion. Donc si en l'espèce, nous avons un problème aussi important, ce n'est pas une petite affaire. Donc si les partenaires économiques et financiers du Sénégal s'intéressent à ça, parce qu'on parle de plusieurs dizaines de milliards de dollars qui sont dans la nature, mais cela montre que le sujet mérite toute notre attention. Donc, moi, je voulais quand même corriger, rectifier. Vous avez dit tout à l'heure que vous avez cité le cas de M. Clédor Sène qui allait donc prendre le procureur au mot et qui s'est entendu dire qu'il n'avait pas encore reçu de dossier sur cette affaire-là. Nous avons entendu aussi M. Abdoul Mbaye dire qu'il est prêt à aller. M. Abdoul Mbaye,
à la DIC, ou en tout cas qui devant les enquêteurs. était quand même le premier ministre Tout à fait. de M. Il dit même avoir saisi à 3 reprises, depuis 3 ans, avoir saisi le président de la République par lettre ouverte, 3 lettres ouvertes qui sont restées, en tout cas lettres mortes, et qu'il avait même saisi le procureur pour une ouverture d'enquête administrative. Mieux, je dirais à M. Agne, pour vous rafraîchir la mémoire, parce que je suppose que vous le savez, celui qui a porté plainte, c'est Franck Timis. Et je vous dis que c'est Maître Elas Diouf qui était son avocat, qui est venu, qui a insulté d'ailleurs tout le monde, qui a servi des citations à comparaître à 11 personnes. Moi, j'étais là. Donc, c'est ça la situation sur le terrain. Maintenant, sur l'opportunité du scandale et les tenants et les absents, peut-être on aura l'occasion d'y revenir. Alors, vous pensez que véritablement, quand on parle d'appel à témoins, il y a d'ailleurs un avocat qui a réagi pour dire que c'est pour la première fois qu'il entend un procureur lancer un appel à témoins dans une affaire aussi sérieuse. Le procureur n'est-il pas quand même assez outillé techniquement, humainement, puisqu'il a même dit lors de la conférence de presse que le Sénégal dispose d'enquêteurs, d'éminents enquêteurs qui font bien le travail. Est-ce que ce n'était pas à lui quand même de mener son enquête sans pour autant lancer un appel à témoins qui certainement sera suivi par peu de Sénégalais? Mais je l'ai dit tout à l'heure, j'ai dit que le procureur, ce qu'il a dit, dis-moi ce que j'ai entendu. Il a carrément dit qu'il y a un appel à témoins qui est lancé. Mais en plus de ça, que les principaux concernés seront entendus. Et que lui, en personne, il va donc qu'il va faire une enquête, qu'il va donc travailler. Oui, mais le débat était là, on l'avait cité tout à l'heure, le débat était là depuis plusieurs années, depuis 2007 précisément. Des livres ont été écrits, des débats ont été tenus un peu partout. Est-ce que là, quand même, il n'était pas question de prendre tout ce qu'il avait là comme bagage et commencer son enquête? Mais c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. J'ai dit que je ne vois pas en quoi l'appel en témoin gêne dans la procédure judiciaire. Je ne vois pas, au contraire. Ça permet d'avoir beaucoup d'éléments et des éléments beaucoup plus importants pour pouvoir étayer la véracité des faits. Parce que si vous voulez une vérité, mais vous devez ouvrir la porte à tout un chacun. On a demandé à tout un chacun, tout celui qui a un document, une preuve quelconque, de l'amener. Moi, je ne vois pas en quoi cela peut gêner. Au contraire, cela devait être salué. Je ne vois pas en quoi ça pose problème. Non, ce qui gêne, c'est la nouveauté. Je ne vois pas. Moi, je pense que ce qui gêne, c'est d'abord la nouveauté pour la première fois. Le risque de délation. Un procureur, dans une question aussi importante, innove en évitant les gens pratiquement à la délation. C'est ça qui est l'élément nouveau. Comment ça, la délation? Mais l'appel à témoins, en fait, c'est quoi? C'est une forme de... Mais comment c'est une forme de délation? Quand vous dites aux gens, tous ceux qui ont des preuves, ils n'ont qu'à les amener. Je ne vois pas. Vous voulez quand même avoir tous les éléments nécessaires à votre disposition pour établir la véracité des faits. Et vous l'élargissez le maximum possible à tout un chacun qui a des éléments qui permettent de vérifier les faits, qu'il les amène. Je ne vois pas en soi, cela constitue une délation. Au contraire, ça contribue à quand même étayer un peu la vérité. C'est extrêmement important. L'autre élément, je pense que le procureur, mais c'est lui qui fait son travail. Il a sa méthode de travail. Donc laissons-le faire et jugeons-le au résultat. Moi, je pense que c'est ça qui est important. C'est-à-dire qu'il vient de commencer, il a lancé déjà donc une procédure, la procédure est lancée, les gens n'ont qu'à venir répondre, amener les preuves qu'ils ont. Et le travail qu'il fera maintenant au finish, nous allons tous le juger. Parce que ce soit vous, Michel Dieng, que ce soit nous, que ce soit le président, que ce soit un autre, tout ce que nous voulons, c'est la vérité. Tout ce que nous voulons, c'est que la vérité soit dite. Je pense que c'est extrêmement important et que les gens acceptent quand la vérité soit dite. Parce qu'ici au Sénégal, ce qui se passe, c'est qu'en général, quand vous saisissez la justice, si la justice donne raison au parti au pouvoir, on dit voilà, la justice n'est pas indépendante. Quand la justice donne raison à un opposant, on dit voilà, la justice est indépendante. Je pense qu'il faut avoir confiance. Non, c'est comme ça que ça se passe. Je pense qu'il faut avoir confiance quand même à la justice. L'autre élément dont je voulais parler, parce qu'il a parlé des Clédor Sène, je pense que c'est celui qui a été amnistié pour avoir assassiné Maître Babacar Sèye. C'est ça. Oui. Ben, moi, je l'ai entendu, mais j'ai entendu une autre version. Qu'il est parti là-bas, il a déposé, etc. Mais j'ai entendu dire qu'évidemment le procureur a donné des instructions fermes pour que tous les dossiers soient mis sur la table. Maintenant, je ne sais pas. Bon. L'autre élément, vous parliez que je prenais la chose à la légère. Mais non, monsieur Dia, je ne prends pas la chose à la légère. C'est quelque chose d'extrêmement sérieux. Ça engage l'avenir du Sénégal. Les enjeux ici sont des enjeux de paix et de sécurité. Je pense que c'est extrêmement important. Si nous savons très bien, mais nous savons très bien ce qui s'est passé dans les autres pays, que ce soit au niveau de tous les autres pays pétroliers.
vous avez cette bénédiction du pétrole qui a entraîné le pays dans une instabilité extraordinaire. Personne n'a intérêt dans ce pays à ce que nous vivons ce que les autres ont vécu. Je pense que donc c'est extrêmement important. Donc personne, à du moins, moi à mon avis, je ne pense pas qu'il y ait aujourd'hui au Sénégal des gens quand même qui prennent ces choses-là à la légère. Vous avez certainement suivi, M. Dieng, vous avez suivi le reportage. La réaction de la mouvance présidentielle, c'est de dire que l'enquête a été un peu tendancieuse parce que les personnes qu'on a vues parler avec la journaliste de BBC, c'est des gens de l'opposition, notamment Abdoul Mbaye et Mamadou Lamine Diallo, et que de l'autre côté, on n'a pas entendu des experts pétroliers s'exprimer sur le sujet. Est-ce pas aussi ça la faiblesse? Le reportage doit être équilibré. Ça, c'est la règle de base. Vous êtes journaliste. Maintenant, je pense que la dame a dit à sa décharge qu'elle n'a pas pu avoir des gens du pouvoir. Donc, c'est à eux de voir ce qui est vrai là-dedans et ce qui ne l'est pas. S'il faut corriger, il y a toujours des possibilités de faire des corrections. De demander un complément d'enquête ou de reportage, c'est toujours possible. Je pense qu'eux, dans le pop inter pour la crédibilité de la BBC, ça, ils seront demandeurs. Ce qu'il faut retenir, Georges, c'est que la BBC n'est pas un journal, un organe de presse qui fait des choses à la légère. Donc, moi, je pense que c'est des gens qui ont donné des preuves de crédibilité et de sérieux. Il faut juger les faits, ne pas aller dans les détails. Qui a presque 90 ans d'existence. Oui, il faut rester dans le factuel. C'est le cas de M. Clédorson. Lui, il rappelle quelque chose qui s'est passé depuis des années et qui a été jugé et classé. Ce n'est pas la peine de le rapporter dans les faits de la cause pour affaiblir son argumentaire. Clédorson est un citoyen libre. Il a eu son passé, il l'assume. Mais dans le cas d'espèce, il parle de faits, des choses très claires qui interpellent l'État au plus haut niveau. Je pense qu'on s'en tient à cela. Le procureur a fait un appel à témoins. Il a des éléments sur ça. Il a parcouru tous les plateaux. Ce serait même incongru que Clédorson n'aille pas répondre. Parce que moi, je le voyais sur tous les plateaux de télévision. Donc, c'est quelqu'un, c'est un sachant, quasiment. Donc, qu'il aille voir le procureur, la DIC, comme l'a demandé le procureur, pour mettre les éléments dont il dispose, qu'il a à leur disposition, moi, je pense que c'est peut-être quelque chose qu'il faut saluer, plutôt que de lui taper sur la tête. Alors, ceci étant dit, je vous dis, le président lui-même sait que cette affaire n'est pas une petite affaire. Il est le président de la République. Le jour de la Korité, c'est un jour quand même solennel, important dans ce pays musulman. S'il a jugé utile de l'aborder, c'est que vraiment, et disons, ça le valorise, c'est bien. Ça montre que il prend les choses qui touchent à la corruption, à la concussion, il lui donne sa juste valeur. Moi, c'est la lecture que j'ai faite par rapport à la sortie du président de la République. Deuxièmement, il y a son frère qui est en cause. C'est toujours difficile lorsque quelqu'un est chef d'État et que son propre frère soit mis en cause de la façon dont M. Alioune Sall a été mis en cause. Donc, qu'il en parle, qu'il envoie son gouvernement gérer cette affaire, qu'il demande au procureur d'initier des poursuites, mais ça, c'est ce qu'on attend de lui en tant que chef de l'État, gardien de la Constitution, comme disait quelqu'un. Donc, je crois qu'il faut garder toute la sérénité qui sied. Parce que nous sommes observés de partout. D'abord... Oui, cette affaire est devenue une affaire internationale. Mondiale, on en parle un peu toutes les partout dans le télévisions monde. en parlent. Oui. Toutes les télévisions en parlent. Et je crois que c'est pourquoi d'ailleurs le Sénégal doit tout faire pour éclairer la lanterne des Sénégalais et même de l'opinion internationale. Moi, je pense que c'est ça qu'il faut. Alioune Sall, moi je le connais très bien. Hein. Je le connais très bien. Je crois qu'il a des arguments. Moi, je pense qu'il faut le laisser développer sereinement ses arguments. Nous l'écoutons. Moi, je n'ai pas de préjugés par rapport à cette affaire. Exactement. Mais le Sénégal est un pays très pauvre. Brusquement, on nous dit nous avons du gaz. Brusquement, on nous dit nous avons du pétrole. Ça a suscité tellement d'engouement, tellement de... Les gens ont caressé des rêves.
Donc, si dès le départ, on dit qu'il y a 10 milliards de... Mais c'est énorme, 10 milliards de dollars. 6 000 milliards. Qui sont dans la nature, mais celui qui n'est pas ému n'est pas normal. Tout à fait. Ce n'est pas une affaire d'être opposant ou du pouvoir. J'ai écouté Moustapha Diakhaté, qui est un combattant de l'alternance de l'alternance. Il était avec nous au PDS, hein, mais je crois qu'il a été un des acteurs importants de l'élection du président Macky Sall. Lui-même, il a été plus loin. Il a demandé la démission de M. Aliou Sall. Ce que moi, opposant, je n'ai pas demandé. S'il ne l'a pas fait, ce n'est pas parce qu'il n'aime pas M. Aliou Sall. C'est parce qu'il sait que cette affaire-là est une question nationale. On en parle partout dans le pays. Le président a reçu le dialogue. Moi, je l'ai bien écouté. Il a dit, il n'y a plus d'enjeu. Je veux qu'on se parle franchement, qu'on essaie de rebâtir les bases objectives, réalistes, solides de ce pays. Mais si dès l'entame de ce dialogue et de ce processus d'ouverture et de discussion, un scandale comme ça se produit, ce scandale doit mériter toute l'attention de l'opinion publique. Moi, c'est par rapport à ça. Alors, l'autre débat, c'est l'existence ou non de ce rapport de l'IGE. Au début, on a vu le ministre de la Justice faire un communiqué pour dire qu'il y a un rapport qui était en train de circuler dans les réseaux sociaux, et ce rapport n'existait pas. Et subitement, on change de version pour dire que ceux qui détiennent le rapport, ou bien qui l'ont risque d'être menacé de poursuite parce que ce rapport, le président de la République n'a pas encore reçu. Est-ce qu'il n'y a pas une certaine contradiction? Parce qu'on ne peut pas menacer des citoyens sur quelque chose qui n'existe pas, n'est-ce pas? Oui. Donc avant de revenir sur ce rapport, je vais rebondir un peu sur ce qu'a dit M. Dieng. Évidemment, je pense que je suis très heureux quand même qu'il ait salué tous les efforts que fait le président de la République aujourd'hui pour éclaircir cette affaire. Je pense que quand même c'est extrêmement important parce qu'il est rare de voir dans l'opposition ceux qui reconnaissent quand même cet état de fait. Je pense que donc il fait preuve quand même d'une certaine objectivité parce que quand même on sait qu'il y a d'énormes efforts qui ont été faits pour quand même dans la transparence, pour une gestion rationnelle de ces ressources, pour que nous, générations et les générations à venir, puissions bénéficier de ces ressources. Je pense que l'appel au dialogue national, nous allons y revenir. Tout ça participe d'une démarche inclusive pour quand même essayer de mieux donc protéger ces pays des risques d'instabilité demain. Donc l'autre élément, c'est que je voulais tout à l'heure, vous disiez que BBC est une radio, etc., etc. Mais je rappelle que c'est une radio publique, c'est une chaîne anglaise publique. Et BBC, c'est comme RFI, Radio France Internationale, c'est comme CNN, mais c'est des appareils idéologiques. C'est des appareils idéologiques, ça tout le monde le sait. Mais je vous rappelle que Georges, nous avons suivi ici ce qui s'est passé en Irak. Les médias nous ont fait savoir qu'en Irak, il y avait des armes de destruction massive et qu'il fallait attaquer ces pays. Et c'est de grands médias, des médias internationaux qui l'ont diffusé, qui ont orienté l'opinion publique. Mais au finish, on s'est rendu compte qu'il n'y a pas d'armes de destruction massive. Je vous rappelle qu'au niveau de la Libye, lorsqu'on a attaqué la Libye, il y a une certaine radio internationale que je ne veux pas citer, mais les médias qui disaient, qui criaient tout le temps qu'il y a Kadhafi qui tuait son peuple. Au finish, on a su que tout l'enjeu, que c'était un enjeu pétrolier. Donc dire que la BBC, etc., a fait ce reportage, moi, de façon désintéressée, moi, personnellement, je n'y crois pas. D'autant plus. Parce que je ne suis pas là. Tout à l'heure, il a parlé d'Aliou Sall. Je ne défends pas Aliou Sall. Dieu sait que je ne l'ai vu qu'une seule fois. On ne se connaît pas. Mais quand même, j'ai mon opinion là-dessus. Parce que moi, j'ai vu le reportage, je l'ai regardé et je l'ai regardé 6 fois avant de venir ici. Alors, moi ce qui m'étonne, c'est que dans ce reportage, je l'ai dit, j'ai souligné quelques éléments, c'est qu'on nous dit qu'on perd 6 000 milliards de dollars par des royalties de redevances. Or, parce que quand même, j'ai eu à lire le code minier. Dans le code minier, les opérateurs qui viennent chercher du pétrole ou du gaz dans ces pays, en général, ils ont un contrat avec l'État. C'est le contrat que M. Abdoulaye Wade a signé. Dans ce contrat, il y a des aspects mais non datés et non enregistrés. Je suis totalement d'accord avec vous. Les bizarreries de je suis totalement d'accord. Non, ce que je veux dire, c'est que c'est dans ce contrat qu'on détermine la part que le Sénégal... Vous ne citez pas M. Wade pour partager les torts. Non, c'est pourquoi je dis qu'il faut m'écouter pour savoir où je vais. Moi, ce que je veux dire, c'est dans ce contrat
C'est dans ce contrat. Parce qu'il y a deux types de contrats. Il y a le contrat qui est signé, qui est le contrat donc, de partage de production, de répartition et de partage de production, qui est signé par l'État et l'opérateur qui vient chercher donc, un permis. Il y a aussi des contrats d'association, ce qu'on appelle des contrats d'association, qui lient en général Petrosen avec les autres, avec la compagnie qui a signé. Est-ce que vous voyez? Donc, dans le contrat que Maître Wade a signé, c'est là-bas où on a déterminé la part du Sénégal. Ce que le Sénégal doit gagner quand il y aura l'exploitation. Parce qu'il y a une phase de recherche, il y a une phase d'exploitation. Dans la phase de recherche, nous avons 10% porté par Petrosen. D'ailleurs, hier, dans votre émission, je me tenais un peu parce que j'ai suivi l'émission Dîner et Diamano. Il y a quelqu'un qui s'est dit spécial et qui s'étonnait pourquoi le Sénégal avait 10%. Et que Petrotim Limited avait 90%. Mais c'est étonnant venant des spécialistes. Quand on sait que c'est dans le code pétrolier qui est un code incitatif qui a été fait uniquement pour attirer des investisseurs, il exprime clairement que l'investisseur a droit à 90% et Petrosen a droit à 10%. Parce que l'État du Sénégal ne rembourse pas un franc dans la phase de recherche. Toute la phase de recherche est prise en charge par la compagnie pétrolière qui vient rechercher. Donc la part que doit avoir le Sénégal est déterminée dans ce contrat-là. C'est pourquoi, quand dans le reportage, la dame dit que le fait qu'il y ait cession de parts, de droits et d'obligations de la part de Timis Corporation à BP, l'État perd 6 000 milliards, moi ça me pose problème. C'est une cession de parts entre deux entités privées. Alors, une cession de parts entre deux entités privées, qu'est-ce que l'État du Sénégal a à voir avec ça? Moi, ça me pose problème, sérieusement parler. Une entreprise a des parts quelque part, cette entreprise-là prend ses parts, 30% de ses parts, le donne à une autre entreprise privée, parce que dans ce secteur pétrolier-là, les entreprises Petrotim a été la première compagnie qui est venue. Donc, il émet des accords d'association avec d'autres entreprises. Parce que vous savez, Georges, dans la pratique, ce qui se passe, c'est que nous avons ce que l'on appelle des juniors. Petrotim Limited est une entreprise junior. Petrotim n'était pas habilité, n'avait pas les qualités pour le faire. Le scandale, pourquoi vous le dites? Le scandale, c'est pas ça? Non, pourquoi vous le dites? Non, moi je dis ma réflexion par rapport à ce que j'ai et ce que je connais du code pétrolier. D'accord, oui. Je dis ce qui se passe dans la pratique, dans ce type de métier. Il y a les entreprises juniors. C'est de petites entreprises en général qui viennent dans les pays et demander des titres, etc. Des permis. Mais qui n'ont pas les moyens d'exploiter en général. Voilà. Et ensuite, ils s'adressent à ce que l'on appelle des entreprises beaucoup plus cotées financièrement sur les bourses. C'est le cas de Cosmos, qui est une entreprise moyenne, à capacité financière moyenne, mais qui est cotée en bourse, qui a des capacités. Est-ce que vous voyez? Entre ces entreprises aussi peuvent se lier avec maintenant les seniors, c'est-à-dire dans le monde entier, vous avez à peu près 5 à 6, 7 seniors qui ont des moyens financiers extraordinaires pour pouvoir faire des recherches. Et il y a des accords d'association qui lient. Est-ce que vous voyez? Donc c'est ces entreprises. Or, un accord d'association qui lie Petrotim Limited et BP, mais c'est à eux, parce qu'un contrat, c'est quoi? Un contrat, c'est une convention qui lie deux personnes et qui fait force de loi entre ces deux personnes, du point de vue de droit. Vous voulez dire que l'État du Sénégal n'avait rien à voir? Mais l'État n'avait rien à voir, parce que là-bas, non, je termine, vous savez, non, je termine, s'il vous plaît, je vais terminer par ici. L'État, non, je termine. Non, moi je parle ce que je dis, je pense, c'est des questions que je me pose. Parce qu'on perd du temps. Moi, j'ai dit, l'État, dans ce cas, quand il y a cession de part, ce que le code dit, c'est que l'État a un droit de préemption. Avant de vendre, il faut venir demander à l'État s'il peut acheter. Est-ce que vous voyez? Et le code minier est clair. Dans ce cas, et c'est pourquoi d'ailleurs les taxes dont on dit qu'Aliou Sall doit les recouvrir, moi ça me pose problème. Parce que le code minier, à son article 48, et M. Dien, si vous quittez ici, il faut aller lire le code minier. Le code général des impôts, le code général des impôts, à ses articles 722, parle carrément d'exonération fiscale pour les entreprises qui sont en phase de recherche. Or, on est en phase de recherche. Donc, comment peut-on être en phase de recherche et pouvoir accumuler des taxes? C'est pourquoi moi j'ai dit ces taxes-là, moi ça me pose problème. Ça d'où viennent ces taxes? Voilà. Parce que pendant la phase de recherche, le code minier est clair. Dans son article 48, il ne peut pas y avoir de taxes durant la phase de recherche. Donc ces taxes qu'on dit, qui ont transité dans le compte de M. Aliou Sall, à partir de la société Agritrans, moi je veux bien qu'on me dise comment ça se passe. Et si on sait comment fonctionnent les taxes, mais les taxes au Sénégal, comment ça fonctionne? C'est la direction de l'impôt et des domaines qui a un rôle. C'est-à-dire que s'il y a taxe, ça veut dire qu'il doit y avoir des traces au niveau de la direction des impôts et des domaines. Et je termine par ça. Et ces transactions qui sont faites, mais se font depuis longtemps.
Depuis 2004, des sociétés achètent des titres, vendent des titres, font des cessions de droits et de trucs. Pourquoi depuis 2004, les gens n'en ont jamais parlé? Et d'autres sociétés ont fait la même chose pour bénéficier de contrats de partage et de répartition, autres que Timis Corporation et dans Sangomar Offshore et Offshore. Par exemple, la société pétrolière, par exemple, Sangomar Offshore Profond. Mais c'est le même procédé. Pourquoi on n'a pas parlé de taxes? C'est-à-dire, moi, voilà des questions un peu que je me pose. Voilà des questions, certainement, monsieur le procureur, c'est pas se poser les bonnes questions pour trouver des réponses. Quand même sur le code pétrolier, je crois que la mais c'est bon d'amener les lois. Oui, non, parce qu'on l'a lu. C'est bon d'amener les lois. On l'a lu. C'est bien peut-être de faire les rappels, mais bon, l'effet de la cause, ce n'est pas ça. Cette affaire-là, on en parle nous depuis 2-3 ans. Moi, je me rappelle, c'est le président Wade qui, le premier, nous a parlé de ça. Et à l'époque, Aliou Sall avait menacé de porter plainte contre le président Abdoulaye Wade. Moi, j'avoue que je ne croyais pas trop, parce que c'était à l'époque, les relations avec Macky Sall, c'était vermoulu, c'était difficile. Hein? J'ai dit, bon, on est sorti, j'ai dit à un ami, j'ai dit, mais pas Bédal. Bon, ouais, je ne voyais pas vraiment ce gros machin. Alors, la mayonnaise, ça prend. On a passé des nuits quasiment blanches sur ça. C'est là où j'ai appris d'ailleurs le code minier, je suis devenu quasiment un spécialiste. Moi, je suis financier de formation. Hein. Mais pour ça, comme on avait les Mamadou Lamine Diallo, qui sont des ingénieurs en mine, qui se connaissent. Il y a Farindao, un spécialiste des questions, etc. On a des sachants. Hein. Nous-mêmes, on a failli faire un séminaire. Quand ils ont fait un séminaire sur les ressources naturelles, moi, j'avais proposé au niveau du Front de résistance nationale de faire une sorte d'anti-sommet. Comme Alter, on avait Alter concertation, comme Alter mondialiste. Pour nous parler de ces ressources-là, à notre manière, et les éléments qu'on avait sur ça. Pour mieux on n'avait pas les moyens, de mettre à la disposition de l'opinion publique. Donc, on est passé par toutes ces phases. Donc, ce que vous dites là, on l'a revu et revu et revu. Personne ne nous écoutait. On n'avait pas d'oreille attentive. Un beau matin, il y a un grand monsieur qui est venu avec de gros sabots qui s'appelle BBC Africa, coaché par des Occidentaux, qui a fait un reportage de 11 000. La République a été secourue. Donc, si vous versez dans la banalisation, en rappelant ce qui s'est passé en Irak et en Libye, je vois la comparaison, je ne vois pas la pertinence de la comparaison. Ce qui se passe, c'est que, encore une fois, je le rappelle, nous sommes un pays très pauvre. On nous a dit, nous avons du pétrole. Quelqu'un vous avait dit, il est étonné des 10%. C'est normal. Quelqu'un qui ne connaît pas, qui n'a pas lu le code minier, se dit, mais comment est-ce que nous pouvons avoir notre pétrole et n'avoir que 10%? C'est légitime, mais il faut lui expliquer. Moi, la question naïve que je m'étais posée, ce n'était pas ça. Si je dis, les Français qui nous ont colonisés depuis combien d'années? Le BRGM, Bureau de recherche minière, machin, ils n'ont jamais rien trouvé. C'est un Franck Timis qui est venu ici, un Timis, qui découvre le pétrole et le gaz. Les Français qui étaient là pendant tout ce temps-là pour faire quoi? Donc, vous voyez, il y a des questions peut-être naïves. Mais ça, c'est l'imagerie populaire. C'est des questions, des interrogations légitimes. Quand on dit qu'il y a 10 milliards qui sont dans la nature, les gens sont forcément fâchés. Il faut donner les réponses. Mais éviter d'envoyer des gens qui viennent nous insulter. J'entends les marrons du feu qui menacent. On entend tel autre qui insulte. Ça ne fait pas avancer le débat. Justement. Moi, je pense que ce qu'il y a, c'est d'abord de respecter les Sénégalais. De comprendre que c'est leur bien. Je pense que le président a donné le ton, mais je pense qu'il n'a pas été entendu. Parce que comme partout, il a peut-être ses radicaux. Il a ses fanatiques. Il passe outre. Plutôt que de faire un débat serein, de nous expliquer. Moi, j'ai un président favorable, c'est Aliou Sall. Je n'ai aucune raison, moi, de penser qu'il a pris de l'argent. Et aussi, quand même, j'ai une tête qui réfléchit. J'attends qu'il m'explique par rapport aux accusations, aux fortes accusations pendantes devant lui. Qu'il nous dise les tenants et les aboutissants.
et après on avisera. D'accord. De toute façon, le procureur de la République donc, a mis la machine en branle. Il va entendre beaucoup de Sénégalais. Il y a Clédor qui a déjà ouvert la voie et certainement beaucoup d'autres Sénégalais. Abdoul Mbaye a dit qu'il va partir. Abdoul Mbaye qui a dit qu'il se présentera. Il y a aussi Thierno Alassane Sall, il y a Ousmane Sonko. Donc, un beau monde en tout cas qui risque d'atterrir de l'autre côté de la division des investigations criminelles pour dire ce qu'ils savent de cette affaire Petro-Tim qui est en train justement de polluer l'atmosphère au Sénégal. Et d'ailleurs, au moment où nous parlons, c'est la transition trouvée pour parler donc de ce dialogue national. Parce qu'effectivement, ce dialogue, au moment où nous parlons, l'opposition est en train de manifester à la place de la nation. D'ailleurs, on apprend qu'il y a plusieurs arrestations au sein donc de ce collectif dénommé Aar Lu Ñu Bokk, c'est-à-dire sauvegardons ce que nous avons en commun. Et là, certainement, donc, ils seront libérés parce que la manifestation a été tout simplement interdite par le préfet de Dakar. Le préfet évoque donc des menaces réelles de troubles à l'ordre public. Il parle aussi d'incitation à la violence à travers des propos irrévérencieux à l'endroit des institutions publiques. Et enfin, il parle de risque d'infiltration par des personnes mal intentionnées. Alors, M. Dieng, est-ce que ce qui se passe là n'est-ce pas de saper le tempo du dialogue? Bon, de toute façon, moi, je n'allais pas participer à la manifestation d'aujourd'hui. Je l'ai mis dans ma page Facebook. Je n'allais pas participer parce que je pense que la société civile n'a pas impliqué suffisamment les politiques, alors que nous avons été les premiers à lever le lièvre. Donc, ne serait-ce que pour insuffisance d'implication, moi j'avais décidé de ne pas participer à la manifestation. Je rappelle qu'il n'y a pas une seule manifestation, un sitting, une marche, autorisée ou pas, où moi je n'ai pas été présent. Mais pour cette fois-ci, j'avais décidé de ne pas aller. Ça ne veut pas dire que je n'ai pas un regard sympathique, je n'ai pas un soutien moral vis-à-vis des promoteurs de cette manifestation. D'accord. Ma question... c'est les valeurs de la République. Moi, je suis passé à la place de l'Obélisque. Ce que moi j'ai vu, ces bataillons de policiers, surtout des jeunes, ils ont les bérets marrons, hein, par hasard. C'est les jeunes policiers qui sont encore en formation, donc qui ne sont pas encore bien formés en matière de contrôle des foules et de machins, qui sont à leur disons, coup d'essai. J'en ai vu quasiment une compagnie sur la place de l'Obélisque. Les dragons, ces camions, moi je pense que ce n'était pas tout à fait nécessaire. Il faut laisser les gens s'exprimer et encadrer les marches. On l'a expérimenté, ça a toujours payé. Quand on réprime, les gens se révoltent. Donc moi c'est un peu le sentiment que j'ai par rapport à cette manifestation. Maintenant, quelles conséquences est-ce que cette affaire Petro-Tim peut avoir? Forcément, il y aura des conséquences parce que moi j'étais au dialogue. J'ai toujours boycotté les dialogues. J'étais sauf à la concertation. J'étais à la concertation. Mais les autres dialogues, je n'ai jamais été. Cette fois-ci, j'étais au palais. Donc on était là-bas de 9h, quasiment à 18h. Plus de 6 heures d'horloge. Hein. J'en suis sorti optimiste. Parce que d'abord, le président a fait preuve de hauteur par rapport au déroulé de la manifestation, la façon dont il a parlé aux gens, il a écouté tout le monde, le commentaire qu'il a fait, les assurances qu'il a données. Il n'y a plus d'enjeu. Donc, j'ai plus envie de faire, il n'y a plus de njut-njak, il a même employé le terme. Donc, il a apaisé les inquiétudes. Moi-même, je disais, ceux qui ne sont pas venus, parce que nous aussi, nous avons nos radicaux, nous avons des gens qui disent qu'il n'est pas question d'aller au dialogue. J'ai dit, avec ça, on n'a plus de raison d'être fâchés. 2024, c'est 5 ans. 1 an est déjà parti. Si Dieu nous prête longue vie, 4 ans, c'est pas beaucoup. J'ai dit, on a l'occasion de remettre les choses à plat. Que ce soit le code électoral, que ce soit le fichier, que ce soit, etc. Les libertés. Heureusement ou malheureusement, cette histoire est arrivée indépendamment de nos volontés. C'est BBC qui n'a demandé rien à personne, qui a fait balancer un reportage de 11 minutes. Mais Gagné commence à ça, les gens disent que bon, écoute, ils nous accusent d'être derrière. Ils nous disent, oui, les taupes, machin, etc. Il n'y a pas de raison à ça. Ensuite, c'est quand même un test grandeur nature. Parce qu'il y a un sujet qui intéresse les Sénégalais sont fâchés. Comment montrer qu'on est fâché? C'est de sortir faire un sitting ou de faire une marche. Mais on nous envoie une compagnie de policiers pour réprimer la marche.
ça, forcément, il y aura des conséquences sur le dialogue. Justement, Moi, je pense. oui, justement, M. Tabouret. Je souhaite, Ouais. je termine sur ça, Oui. je souhaite quand même Le monopole de qu'on la sauve parole. le dialogue. Comment sauver les dialogues? Justement, on comment verra, sauver les on dialogues? verra. Est-ce que cette affaire Petro-Tim ne va pas polluer ces dialogues nationaux-là, surtout cette marche aujourd'hui qui a été réprimée, qui risque en tout cas d'envenimer la situation ou bien d'amener tout simplement l'opposition à boycotter ces dialogues nationaux-là? Moi, à mon avis, je ne pense pas, Georges. Parce que je pense que dans ce pays, comme l'a dit M. Dieng, il y a des gens assez responsables, quand même assez... Il y a une conscience citoyenne extrêmement forte dans ce pays qui fait que je pense que ce dialogue va aboutir pour le bien de nous tous. Je le disais à des amis, je le dis aujourd'hui, nous sommes à une période critique de notre histoire. Et nous tous, nous aurons à répondre de l'histoire. Nous sommes dans une période où le Sénégal va bientôt entrer dans l'ère du pétrole et du gaz. C'est une période de transition. Toutes les périodes de transition sont extrêmement difficiles. Mais il faut qu'on réussisse cette période de transition. Je pense qu'à ce niveau, le président de la République est en train quand même de faire des efforts énormes pour que nous puissions quand même dépasser cette période de transition. Maintenant, comme dans toute chose, vous voyez, il y a des gens qui ne comprennent pas beaucoup de choses. Mais pour le moment, je dis, ceux qui mettent l'intérêt du Sénégal en avant sont avec nous et dans le dialogue. Parce que quand on vous appelle, on vous dit, venez, discutons. Parlons de l'intérêt du Sénégal. Parlons de l'avenir du Sénégal. Parlons des enjeux politiques, économiques, sociaux pour que ce pays puisse avancer. Parlons pour comment faire pour stabiliser ce pays. Pour que demain, quand le pétrole et le gaz viennent, pour que les populations puissent en bénéficier, les générations futures en bénéficient, et que vous dites que vous ne participez pas au dialogue. Moi, je me dis que vous ne mettez pas les intérêts de la nation. Mais est-ce qu'on peut dialoguer au même moment, on est en train de mater de l'autre côté aussi? Non, je pense, comme l'autre l'a dit, par principe, nous tous nous sommes d'accord qu'ici on est dans un pays démocratique. Le droit de marche, le droit à la contestation est reconnu. Mais aussi le droit à la sécurité des personnes est bien aussi reconnu. Il faut aussi qu'on le dise. Si par exemple une marche peut entraîner une violence ou bien intenter à la sécurité de l'État, je pense que le préfet doit faire son travail comme il le faut parce qu'il est là pour ça. Mais je pense que comme nous tous, je pense que, comme l'a dit M. Dieng, nous sommes tous avec le droit de marche et de contestation et de manifestation. Personne n'est contre. Mais si cela doit maintenant aboutir à vraiment créer de la violence, mais personne ne peut cautionner cela. Je pense qu'aujourd'hui, tout ce, parce qu'avec la saisie du procureur général, avec le dialogue aujourd'hui, l'appel du dialogue aujourd'hui, tous ceux qui sont mécontents ont la possibilité d'exprimer leur mécontentement dans ces deux cadres. Mais si vous avez des preuves, vous venez vous déposer ça au niveau du procureur. Si vous voulez parler le dialogue ouvert pour que tout le monde puisse s'exprimer et déposer ses contestations pour que les gens puissent trouver une solution. Mais une solution ne peut pas se trouver dans la rue. Dans la rue, c'est pas possible. Merci. On me signale que le temps qui nous était imparti est terminé. Donc merci, oui. Merci donc à M. Mamadou Dieng. Je rappelle qu'il est le président du mouvement Arc-en-Ciel, membre du Front de résistance nationale de l'opposition. Merci donc à M. Tabouret Agne. Je rappelle qu'il est membre de la CCR, président donc de la commission des finances de la mairie de Pikine Est. Merci à l'équipe technique, Cheikh Tidiane Ndiaye.